Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une application du théorème de Gauss dans un cylindre infini uniformément chargé en volume avec une densité de charge volumique ρ. Cette densité de charge est uniforme sur tout le cylindre. Bien, je n'ai pas représenté la suite du cylindre parce qu'il est très long et donc on va prendre comme hypothèse qu'il s'agit d'un cylindre infiniment long. Bien, pour appliquer le théorème de Gauss, on va déterminer d'abord quelles sont les symétries et les invariances dont on dispose. Bien, il s'agit d'un système à symétrie élevée. Pourquoi? Parce que le plan MER, Eθ, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre, coupe le cylindre en deux. Cette partie-là est infinie et cette partie est infinie. Ça veut dire que ce plan-là est un plan de symétrie, donc il constitue une symétrie pour ce cylindre-là qui est infini. C'est-à-dire nous avons ici une partie qui est semi-infinie, une partie qui est semi-infinie, et on peut dire alors qu'il s'agit d'un plan de symétrie. Le plan aussi MER-EZ, c'est-à-dire le plan qui contient l'axe du cylindre. Ce plan-là est aussi un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'il coupe le cylindre en deux parties, une partie infinie ici et une partie infinie dans l'autre côté. Bien, puisqu'il s'agit de deux plans de symétrie, donc le champ électrostatique au point M, il appartient à ces deux plans, c'est-à-dire il appartient au plan MER-Eθ et il appartient au plan MER-EZ. Et par conséquent, il appartient à leur intersection. Ça veut dire que c'est un champ qui est porté par le vecteur unitaire ER. Donc si je suppose que la densité de charge est positive, le champ E au point M est porté par ER. Bien, maintenant quelles sont les invariances qu'on peut citer ici? Alors, si je place ici un observateur, et je fais tourner le cylindre, l'observateur ne va détecter rien. Pourquoi? Parce que nous avons un cylindre qui est uniformément chargé et donc la charge est répartie de la même manière en tout point de l'espace intérieur à ce cylindre. Et donc l'observateur va nous dire que cette distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe des Z. Ensuite, si je place l'observateur ici et je déplace le cylindre vers le haut ou vers le bas, l'observateur ne va rien détecter et donc il va conclure que ce cylindre-là, c'est-à-dire la distribution de charge, est invariante par translation suivant l'axe des Z. Bien, donc les symétries nous disent que le champ E au point M, il est porté par ER, c'est-à-dire c'est la composante ER de R, θ, Z, qui sont les coordonnées du point M, portées par ER. Ensuite, on utilise les invariances. Les invariances nous disent que la distribution est invariante par rotation autour de l'axe des Z et par translation le long de l'axe des Z. Et donc, le champ, cette composante-là, ne va dépendre ni de θ ni de Z. Donc, elle ne dépend a priori que de R. Et par conséquent, je peux dire que le champ E au point M est égal à la composante suivante R qui dépend a priori de R porté par ER. Donc, il s'agit d'un champ radial. Champ radial. C'est-à-dire que les lignes de champ sont des demi-droites qui coupent l'axe des Z, orthogonales à l'axe des Z. Donc, ce sont des demi-droites orthogonales à l'axe des Z. Maintenant, comment peut-on déterminer le champ en appliquant le théorème de Gauss? Eh bien, le théorème de Gauss, on rappelle que ce théorème postule que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée sigma est égal à quoi? Donc, le flux sortant, c'est M extérieur, est égal à la charge intérieure à la surface sigma, donc N à sigma, le tout divisé par epsilon 0. Bien,
Pour déterminer maintenant le champ, il faut être capable de faire sortir E de l'intégrale. Donc pour faire sortir E de l'intégrale, je vais remplacer ici, donc l'intégrale de E R de R, comme ça, portée par ER, scalaire ds, n extérieur, comme ça, est égal à Q intérieur, à sigma, divisé par epsilon 0. Bien, ce flux, bien sûr, est à travers une surface fermée sigma. Bien, pour pouvoir faire sortir ER de l'intégrale, il faut laisser R constant. Alors, on va choisir une surface sigma qui va laisser R constant. Et quelle est la surface qui va garder R constant, sachant que le R ici, c'est le R des coordonnées cylindriques. Donc, la surface qui va maintenir R constant, c'est un cylindre. Donc, on va prendre comme surface de Gauss un cylindre de rayon R et d'axe OZ. Donc, je vais dessiner cette surface-là. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et l'autre partie, une partie que je choisis ici. Donc, on peut choisir n'importe quel cylindre, mais l'essentiel, il doit avoir le même axe du cylindre. Donc, c'est cette surface-là. Alors, là, ce cylindre qui est constitué de cette paroi latérale, cette surface latérale, n'est pas une surface fermée. Alors, comment on ferme la surface? Bien, pour fermer cette surface, nous avons le choix, c'est-à-dire je peux choisir une surface comme ça pour fermer cette surface-là. Mais cette partie-là ne va pas m'aider à déterminer proprement le champ électrostatique. Bien, je sais bien que ce vecteur-là est un vecteur radial, et donc il est bon d'annuler la partie sur les autres surfaces, donc, et ne garder que la surface latérale. Et donc la surface qu'on va choisir, c'est une surface de base, c'est-à-dire cette surface-là. Donc au lieu de prendre cette surface-là, qui va traîner, si vous voulez, des angles, donc la normale comme ça, et donc je vais introduire une inconnue que je note alpha, mais je ne sais pas alpha, ça veut dire que je vais compliquer les calculs. Et donc j'ai choisi même cette surface-là. Voilà. Donc cette surface-là que je note S1, cette surface-là que je note S2, union cette surface-là que je note S latérale, constitue une surface sigma fermée. Maintenant, on va décomposer l'intégrale sur la surface fermée en disant que ce flux est égal à la somme de trois flux. C'est le flux à travers la surface S1, de ER de R comme ça, ER ds. ds fois n extérieur. Le vecteur n extérieur ici, c'est ça, n extérieur. Donc n extérieur, c'est EZ. Plus le flux à travers la surface S2, de ER de R, comme ça, ER, scalaire ds, n extérieur ici, n extérieur, c'est quoi? C'est moins EZ. Comme ça. Plus le flux à travers la surface latérale, comme ça, de ER de R, ds, donc ER, scalaire, alors ER, comme ça, scalaire ds, porté par n extérieur sur la surface latérale, c'est ça. Donc le n extérieur, c'est comme ça. Et donc c'est ER, n extérieur. C'est le vecteur unitaire ER. Tout ceci est égal à la charge intérieure, Q intérieur, comme ça, sur epsilon 0. Bien, maintenant, ces deux intégrales sont nulles, donc ces deux flux sont nuls, car ER est perpendiculaire à EZ, donc ça donne 0. Cette deuxième intégrale, même chose, elle donne 0, et donc il nous reste que l'intégrale à travers la surface latérale. Bien, on continue ici. Donc, c'est quoi cette deuxième intégrale? Eh bien, je vais maintenant exprimer le d de s. Donc, c'est E de R, R de R comme ça, fois d de s. Et c'est quoi d de s sur une surface latérale? D de s sur la surface latérale, c'est R d θ, comme ça, fois d
de z. Ceci égale à Q intérieur sur epsilon 0. Bien. Alors pourquoi ds latéral c'est r dθ dz? Parce qu'en fait sur la surface latérale, j'ai un élément de surface comme ça. Or, cette quantité-là, comme ça, cet angle-là, c'est dθ. Ça, c'est dθ. Et donc, le d de s, c'est quoi? C'est cet arc-là, qui est r fois dθ. Donc là, c'est r dθ. Et cette quantité, c'est d de z. Et donc, le d de s, c'est r dθ dz. Avec r variant de 0, alors le θ plutôt, θ varie de 0 jusqu'à 2π. Et le z varie de 0 jusqu'à une hauteur h. Bien, si je prends ici une hauteur h du cylindre, donc j'intègre entre 0 et h, ou bien entre moins h sur 2 et h sur 2, selon l'origine qu'on prend ici. Mais ce n'est pas très important ici, du moment où on prend un cylindre de hauteur h. Bien, R ne dépend pas de θ, donc R est une variable indépendante de variable d'intégration, et donc il reste ER de R, comme ça, fois R, fois l'intégrale. Donc je sépare ici les deux intégrales, avec θ entre 0 et 2π. J'applique ici le théorème de Fubini, multiplié par l'intégrale sur z, entre z égale 0 et h. Ceci égale à Q intérieur sur epsilon 0. Bien, donc ER de R égale à quoi? Alors, l'intégrale sur Z donne H, l'intégrale sur θ va donner 2π, et donc j'obtiens Q intérieur, comme ça, divisé par 2π, epsilon 0, R, H. Voilà l'expression du champ électrostatique qui dépend de Q intérieur, bien sûr. Maintenant, le Q intérieur dépend de la surface qu'on choisit. Est-ce que la surface sigma est une surface qui englobe le cylindre, c'est-à-dire est-ce que R est supérieur à grand R, c'est-à-dire est-ce que nous sommes à l'extérieur, tel que le cas de la figure, ou on prend une surface dont le rayon est plus petit que le rayon grand R, c'est-à-dire une surface dedans. Bien, on distingue maintenant les premiers cas où R est supérieur à grand R. Bien, dans ce cas, la charge qui se trouve à l'intérieur, ici, dans cette partie intermédiaire, il n'y a rien. Et donc, ce qui est à l'intérieur, c'est ça. C'est-à-dire, il se trouve à l'intérieur de ce cylindre-là. Donc, si je prends ce cylindre, la charge à l'intérieur, c'est ρ multiplié par le volume de ce cylindre. Et le volume d'un cylindre, c'est quoi? Donc, Q intérieur égale à ρ multiplié par le volume du cylindre. Le volume de ce cylindre, c'est la base, c'est-à-dire pi r carré, comme ça, fois la hauteur h. Bien, donc le champ E à l'intérieur de R égale à quoi? À l'extérieur plutôt. Donc le champ à l'extérieur égale à ρ fois pi r carré fois h, le tout divisé par 2pi epsilon 0 RH. Et donc on simplifie ici par h, on simplifie par pi, et il va rester seulement ρ r carré, le tout divisé par 2 epsilon 0 R. Voilà l'expression du champ électrostatique à l'extérieur du cylindre. Maintenant, lorsque la surface choisie est intérieure au cylindre, c'est-à-dire qu'on détermine le Q intérieur, à ce moment-là, c'est quoi? C'est ρ fois le volume que nous avons à l'intérieur. Donc si j'utilise une autre couleur et je choisis ici la surface sigma, donc nous aurons ce cylindre-là. Alors, quel est le volume de ce cylindre avec le rayon petit r? Donc le volume de ce cylindre, on a la même hauteur, et donc ρ égale à pi fois petit r au carré fois h. Donc, le champ qu'on obtient à l'intérieur, en deux points intérieurs au cylindre, égale à quoi? Donc E intérieur de R égale à ρ fois pi petit r au carré h, le tout divisé par 2pi epsilon 0 RH. Et donc on obtient un champ
linéaire, c'est ρ fois r, le tout divisé par 2 epsilon 0. Voilà, donc le champ à l'intérieur est un champ qui est proportionnel à la distance r, et à l'extérieur, il varie comme 1 sur r. Bien, maintenant, attends ici continuité au niveau de la surface du cylindre. Donc pour petit r égale grand R, si je remplace ici, j'obtiens ρ grand R sur 2 epsilon 0. Et ici, si je remplace petit r par grand R, j'obtiens ρ grand R sur 2 epsilon 0. C'est-à-dire que nous avons le même résultat. Et par suite, le champ à l'interface, c'est-à-dire le champ à l'interface, E est continu, comme ça, où R égale grand R. Et ça, c'est une propriété lorsqu'il s'agit d'une distribution volumique de charge. Donc, du moment où j'ai une distribution volumique de charge, j'ai continuité du champ électrostatique. Et bien sûr, pour déterminer le potentiel électrostatique, il suffit d'appliquer la relation E égale moins gradient de V. Voilà, et on intègre cette relation-là, vu que nous avons ici une symétrie cylindrique, et donc nous utilisons le gradient en coordonnées cylindriques, et ainsi de suite. Voilà, dans la vidéo prochaine, on va traiter le théorème de Gauss à travers un autre exemple.